Bonjour et bienvenue dans cette troisième chronique de Weasel Explique. Moi, c'est Weasel. Si vous aimez les mangas et que vous avez envie de vous ouvrir à de nouveaux horizons, cette chronique devrait vous intéresser. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sidonia no Kishi. Alors, Sidonia no Kishi, ou Night of Sidonia en français. Bah non, c'est pas français ça. Bon, on va commencer par faire une rapide parenthèse sur ce point. Pourquoi y a-t-il autant de mangas qui sortent sous des noms anglais? Certains mangas gardent leur nom japonais, par exemple Ashita no Jo, Nijiro Togarashi, Yurusei Yatsura, et encore plus qui sont tout simplement traduits en français. Pour n'en citer qu'un, l'Attaque des Titans. Alors pourquoi certaines fois ils gardent leur titre japonais, des fois sont traduits en français, ou même d'autres fois en anglais? Vraiment, c'est une question que je me pose, et si vous connaissez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je comprends que les éditeurs ne veuillent pas garder un titre japonais, ils préfèrent le traduire en français, surtout quand celui-ci impacte directement dans l'univers de l'œuvre. Mais pourquoi traduire en anglais par contre? Au début je pensais que les éditeurs avaient simplement repris le travail effectué par les anglophones. Cependant, le volume est d'abord sorti en France, un mois avant les pays anglophones. Bon, ensuite je me suis dit qu'ils n'ont peut-être pas voulu traduire par les Chevaliers de Sidonia, pour ne pas que l'on pense dans un premier temps qu'il s'agisse d'une suite ou quoi aux Chevaliers du Zodiaque, qui est là aussi une aberration de traduction, mais on n'en parlera pas. Enfin bon, ça se tient pour cet exemple, mais alors pour Food Wars, quelqu'un m'explique comment on passe de Shokugeki no Soma, un titre parfaitement explicite qui nous annonce qu'il s'agit des aventures de Soma et que durant son histoire une chose importante reviendra, les Shokugeki, qui sont entre parenthèses des duels culinaires, à Food Wars, une guerre de nourriture, mais c'est pas bien de jouer avec sa nourriture. Bon, blague à part, pour ce titre-là, je ne comprends pas du tout l'intention de traduire en anglais. Je pense qu'il aurait été bien plus sympa de garder un titre japonais en France, n'ayant pas de traduction possible sur ce titre. Bref, on est là pour parler de Sidonia no Kishi, et c'est ce que je vais faire à partir de maintenant. Sidonia no Kishi est un manga écrit et dessiné par Tsutomunie. Ça vous dit quelque chose? C'est bien, vous suivez. En effet, il s'agit de l'auteur de Blade. Je vous avais dit que je reviendrai. Le manga a d'abord été prépublié dans le magazine Monthly Afternoon à partir de avril 2009, puis en version reliée dès septembre de la même année. Par contre, il n'arrivera en France qu'en janvier 2013 chez l'éditeur Glénat. Il est terminé en 15 tomes, d'ailleurs le dernier arrive en France le 15 août. Le manga a été adapté en animé par Polygon Pictures, et si vous connaissez ce studio, vous savez qu'ils sont spécialisés dans la CGI. Et j'aime pas ça. Alors oui, c'est sûr qu'il doit y avoir plein d'avantages à utiliser cette technologie. Pour faire des animés, c'est plus rapide, c'est sûrement moins cher, ça permet de produire énormément d'animés très rapidement, et ça arrange les diffuseurs. Car les Japonais consomment énormément d'animés. Il en faut toujours plus, mais on perd tout le charme des animés. Certes, celui-ci est dirigé par Kobun Chizuno, un réalisateur surtout connu pour ses films sur Detective Conan. Mais, mis à part ça, on ne peut pas vraiment donner d'identité à cet animé. Il n'y a pas ce charme de la patte graphique comme on peut trouver sur Kemonozume par exemple. Ici, c'est tout lisse, ça ressemble à n'importe quel autre animé produit par le studio. C'est une simple adaptation du scénario du manga en animé. Rien de plus, rien de moins. Et ça, c'est nul. Du coup, on va pas en parler et se concentrer sur le manga. Sidonia no Kishi, c'est l'histoire de Nagate Tanikaze, un mec qui vient de débarquer dans un univers inconnu pour lui. Mais si proche, car jusqu'à présent il vivait dans les égouts de celui-ci. Après avoir été découvert, il est ramené à la réalité du monde. Les humains ont été chassés de leur planète par les Gona, une race extraterrestre qui veut les détruire. Les survivants ont pu s'échapper sur le Sidonia, un vaisseau spatial, et ont pu construire une toute nouvelle civilisation adaptée à cette nouvelle vie de fuite et de combat contre les Gona. Nagate se voit devenir un pilote de sentinelle, des mechas qui permettent aux humains de combattre dans l'espace. Il va faire la rencontre de plusieurs autres personnages et affirmer sa position de pilote dans l'équipage, en les aidant à remporter au fur et à mesure des batailles contre les Gona et gagner en puissance. Le manga est classé seinen, de par son univers et son petit lot de violence. Par contre, sa construction a une base de neketsu, qui sont plus souvent utilisés pour les shonen. Je vais pas vous faire tous les caractéristiques, mais orphelin, naïf, groupe d'amis rencontrés dans ses aventures, devient de plus en plus fort avec l'amélioration du mecha, etc. On passera aussi outre la partie harem du manga qui est vraiment quand même très bizarre. Donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir en 8 mots? Les dessins, les trames, les personnages, les mechas, les structures, l'univers, l'humour et l'amour.
On va commencer par un des points les plus importants, et si j'en parle pas tout de suite, vous allez vous poser plein de questions tout au long de mes autres explications. Le dessin. J'ai déjà eu l'occasion de vous parler des inspirations de Tsutomu et de son passé d'étudiant en architecture. Je vous ai aussi parlé de ses anciens travaux et de ses mangas comme Blame. Avec Sidonia no Kishi, l'auteur a pu se faire plaisir, nous montrer tout son talent et son potentiel pour la création d'énormes architectures humaines. Ici, la création d'une ville à l'intérieur d'un vaisseau, le Sidonia. L'auteur se fait plaisir et nous fait découvrir sa création. La ville à l'intérieur de Sidonia. Avec les débuts de chapitre intitulés « Les 100 vues de Sidonia », nous découvrons un nouvel angle de la ville, une partie intérieure, avec la vie dans tous les coins, la vie de tous les jours, avec des boutiques, des gens qui se promènent, ou à l'inverse, de grandes structures vides et inhabitées. Tout cela dans 2 buts. Premièrement, se faire plaisir. Et oui, il ne faut pas l'oublier, mais la première personne qui va apprécier le travail sur un manga, c'est bien le mangaka. On fait ça par passion, et je pense qu'il est toujours agréable et sympa de pouvoir montrer grâce aux pages de chapitres l'univers auquel on a pensé. Se faire plaisir avec des dessins d'illustration qui n'ont pas forcément d'intérêt pour l'histoire, mais qui vont faire plaisir au mangaka. Et dans un second temps, nous accrocher encore plus dans l'univers de Sidonia. Ces pages de chapitres nous montrent qu'il ne s'agit pas simplement d'un vaisseau, un moyen de transport qui permet aux humains de fuir, il s'agit pour eux d'un foyer, un endroit où, sans les Gona, il fait bon vivre, et où ils se sont habitués à vivre en paix. Mais qu'est-ce qu'on peut en dire des dessins au final ? Déjà parlons de la particularité de Tsutomu, les mélanges. Ce mangaka a l'air d'avoir une passion pour tout ce qui est mélange et opposition, et ça donne toujours un effet très sympa. Opposer des mechas faits d'acier avec des lignes très droites à des créatures tentaculaires et difformes, d'un aspect organique, les faire s'opposer dans leur lutte en leur donnant un aspect complètement différent, pour bien marquer leur opposition. Les mechas dans Sidonia ont un aspect très intéressant. Personnellement, je n'en ai jamais vu de ce genre. Bon, après je suis pas un expert, et si vous connaissez l'inspiration, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Mais personnellement, ils me font penser à des J-20, les avions de chasse japonais. La forme, les réacteurs à l'arrière qui font une sorte de pic, comme celui des avions. Les bras et les épaules en forme de triangle rectangularisé, oui, j'invente des mots. En plus de ça, avec leur posture, leurs armes et le reste de l'équipement du mecha, on remarque une inspiration des armures de samouraï. D'où le titre, les chevaliers de Sidonia, les chevaliers au XVe siècle au Japon étant les samouraïs, la classe sociale des guerriers. Et enfin, on va parler du point le plus reconnaissable dans Sidonia, ses aplats noirs. Vous l'avez déjà sûrement remarqué avec les précédentes images, il y a quelque chose qui change dans ce manga. Notre œil perçoit une petite différence, mais c'est si simplement et bien utilisé que ça ne gêne pas du tout la lecture. En plus, si je vous fais un comparatif, sans vraiment choisir les images, il n'y aura que très peu de différence. Vous allez voir ici un exemple avec 3 mangas, One Piece, Hajin et Sidonia. Les 3 utilisent des aplats noirs, rien d'étrange là-dedans. Oda l'utilise pour les ombres fortes, par exemple l'intérieur de la bouche d'un personnage, les dessous des escaliers afin de bien marquer le contour et ajouter du contraste à son dessin. Sakurai fait de même, les ombres renforcées, les cheveux bien sûr, même si là déjà avec un peu plus de dégradé. Et là je vous montre une image de Nie. Bon bah toujours pareil, renfort des ombres, contraste, pas de problème. Mais bien sûr, j'ai choisi ces images. J'aurais pu vous en montrer des plus contrastées, avec plus d'aplats. Cette seconde image de Sidonia par exemple. Mais ce n'est toujours pas là où je veux en venir. Avec Sidonia, les aplats de noir sont utilisés de façon normale, comme je viens de vous les montrer, ou par différence. Et c'est ça qui marque cette œuvre. Énormément de dessins dans Sidonia sont créés dans des aplats de noir. Les personnages sont mis en avant dans des énormes décors sombres grâce à cette méthode et cette opposition. Ici, au lieu d'ajouter des contrastes avec des aplats de noir, Nie crée les détails du décor avec du blanc, puis recolle ses personnages dans les décors, avec un contour blanc pour bien les faire ressortir. Bon alors, je vous ai bien teasé avec ça. Ouais, bah c'est pas vraiment le cas tout le long de l'histoire. L'auteur a toujours voulu exprimer quelque chose en plus avec son dessin. Bon, c'est le cas de tout le monde, mais souvent le dessin est une façon de raconter l'histoire, visuellement. Ici, avec Sidonia, on voit l'histoire de Nagate. Mais en même temps, ça crée une histoire. Et là, on arrive à la plus belle partie. En plus de nous faire suivre l'histoire de Nagate et ses compagnons dans leur lutte contre la survie, on suit en même temps, grâce au dessin, l'histoire des formes et des couleurs. Au début, le manga est une opposition entre les couleurs, avec les aplats noirs, les formes rectilignes se battant contre les formes mouvantes organiques. Le tome 7 signe la fin de cette opposition, et dès le tome 8, quand les humains se lancent en guerre contre les Gona, on voit que les différentes formes et couleurs se mélangent et s'assemblent. Les sentinelles, les combinaisons des pilotes sont modifiées,
Avec les modifications, une part de gris est ajoutée, de détails, des éléments contrastés. Et plus on avance dans la bataille, et moins les formes sont présentes. Les lignes droites disparaissent, et les humains et leurs machines deviennent plus arrondis. Les couleurs aussi disparaissent, mis à part dans l'espace bien sûr. Ce monde désormais en guerre n'est fait que de gris. Enfin, le temps passe, la guerre avance, les formes sont de plus en plus aériennes, évasives, les gris de plus en plus clairs jusqu'à arriver à ce genre de dessin. Et donc, comme je vous l'expliquais avant, le dessin aussi nous raconte une histoire. Ça va être une spéculation de ma part, mais je pense que le fait d'arrêter de fuir et de combattre les Gonas va permettre justement de redonner à l'humanité sa sérénité, qu'elle avait perdue dans ses aplats noirs et ses formes obliques. Les humains sont de nouveau complets, un mélange de noir, de blanc, ils sont des gris de toutes les formes. Bon alors, c'est bien joli, il y a ce magnifique style de dessin, mais est-ce que le seul dessin peut faire un manga? Pff, non. Et je prendrai comme exemple le plus marquant, Shingeki no Kyojin. Le dessin est franchement pas top. Et pourtant, qu'est-ce que c'est bien. Donc, second point, l'univers. Et Sidonia ne va pas vous décevoir niveau univers. Déjà, on se retrouve dans un futur post-post-apo. Pourquoi le double post? C'est pour bien marquer la différence entre du post-apo, genre Walking Dead, la vie des humains après une catastrophe, avec la vie des personnages dans Sidonia qui ont déjà recréé leur société. Et je vais vous donner un exemple très simple qui va vous permettre de comprendre ce que j'appelle du post-post-apo. Alerte spoiler, Matrix. Il s'agit d'un film post-apo qui se passe longtemps après la catastrophe et où l'humanité a déjà été rebâtie, une nouvelle société a été créée. Bon, ça marche aussi avec Mad Max. Bref, pour en revenir à notre univers, les humains ont dû fuir leur planète après l'apparition d'une race extraterrestre, les Gonas, qui, visiblement, veut les exterminer. Les survivants humains s'enfuient dans des navettes spatiales. Les années passent, les humains doivent s'adapter à la vie dans l'espace, avec le vieillissement, le manque d'eau et de nourriture. Pour ce faire, l'humanité évolue en se clonant et en ajoutant des gènes de plantes qui leur permettent de photosynthétiser la lumière spatiale, afin de leur apporter les nutriments nécessaires à la survie. C'est donc dans cet univers de clones qu'on va retrouver par exemple les sœurs Honoka, qui sont des pilotes de sentinelles. L'univers est riche, plus on le découvre et plus on en apprend, tout comme Nagate. Le passé des humains, leur évolution, les combats passés avec les Gonas, les différentes branches d'évolution que les humains ont voulu prendre, comme la robotisation. Ce qui est intéressant de voir dans cet univers, c'est les technologies et la possible évolution qu'a pris l'humanité. C'est un futur possible pour nous, et c'est intéressant de savoir comment l'auteur voit cette évolution. Comment il l'imagine et de comparer avec les autres films post-apo. C'est la première fois que je vois ce genre de tournure que prend le futur dans un univers, et je trouve ça très sympa et nouveau. On en apprend plus sur leur nouveau quotidien, et sur l'importance de la hiérarchie dans ce nouvel univers. Des complots vont se monter, et Nagate qui vient de débarquer dans cet univers se retrouve être un élément central. No shit Sherlock, t'es en train de me dire que le personnage qu'on suit depuis le début dans le manga est en fait la clé et l'élément principal de toute l'histoire? Waouh, alors ça c'est pas commun dans un manga. Et grâce à cette magnifique transition, je vais pouvoir maintenant vous parler des personnages dans Sidonia. Il n'y aura pas grand chose à dire car leurs relations sont assez simples, mais c'était un point important que j'avais envie de parler dans cette chronique étant donné qu'elle était absente dans Blame. Même si elle se comprenait étant donné qu'elle restait dans le thème du manga. Ici nous avons le droit à de vraies relations entre les personnages. Le personnage de Nagate est, comme je vous l'ai dit au début de cette chronique, un personnage de type Neketsu. Un jeune homme orphelin et naïf, qui a une quête simple, devenir le meilleur pilote de sentinelle, et qui va donc l'amener à combattre les Gonas et sauver l'humanité. Pour ce faire, il va donc rencontrer des alliés, et va très vite se lier avec Shizuka, et va commencer une romance. Bon, ça va, je vous spoil rien, c'est sur l'affiche de Netflix de toute façon. Mais notre cher Nagate, le bourreau des cœurs, ne va pas s'arrêter là. Je vous parlais d'un harem au début de cette chronique. Eh bien oui, Nagate va se constituer un vrai harem au fil de ses aventures. Beaucoup de personnages féminins vont s'attacher à lui, et le suivre en formant un groupe dans l'ordre que je vais vous citer maintenant. Shizuka, qui va, après ce début de romance, devenir un objet de quête et un objectif, mais je n'en dis pas plus pour pas vous spoiler. Izana, qui au début n'a pas vraiment de sexe prédéfini, devient féminine en se rapprochant de Nagate, un personnage support très important pour l'histoire qui va servir de relais pour Nagate. Tsumugi, je vous avais dit que ça allait devenir bizarre, qui a les caractéristiques d'un personnage féminin, qui s'attache très vite à Nagate et qui va devenir une pièce maîtresse dans ce harem. D'une part pour sa puissance et son utilité en combat et en soutien à Nagate, mais aussi pour son rôle comique et innocent dans la partie Slice of Life. Yuata, la vice-commandante, un personnage important pour la partie Slice of Life, qui va s'allier à Tsumugi pour s'opposer aux amourettes de Nagate, mais d'un autre côté lui procurer de l'aide et tous les moyens dans ses parties Slice of Life. En et Ren, les sœurs Honoka, toujours des personnages comiques pour ajouter un peu de piment dans ce harem.
Et enfin Teruru, un androïde que Nagate va sauver lors d'une de ses missions, qui au début va le détester, mais qui ensuite va s'attacher à lui. Il y a bien sûr d'autres personnages importants dans l'histoire, comme Kobayashi, qui va servir de mentor à Nagate et lui donner sa chance en tant que pilote. Il y a aussi Lala, l'ours. Oui, non, mais l'auteur vous donne une très bonne explication sur son cas. Ou pas. Mais qui a quand même un rôle de support pour Nagate, et qui va lui permettre de garder un lien avec son passé. Mais que serait un bon manga sans un méchant charismatique ? Ici nous avons Norio, un pilote de sentinelle, tout comme Nagate, qui va tout d'abord se placer en tant que rival contre lui. N'acceptant pas ce nouveau venu, il va affirmer sa position en tant que leader des pilotes, et essayer de le rabaisser. Mais Norio n'est pas vraiment un ennemi comme on peut l'entendre dans certains autres mangas. Son rôle n'est pas clairement défini, c'est pas le méchant, il fait du mal, c'est vraiment pas bien. Mais ce n'est pas dans l'ordre d'idée du mangaka de toute façon, comme nous le prouve ce second ennemi, Benitsu Tsume. Et comment vous le décrire ? Eh bien, pour commencer, il s'agit d'un Gona. Il a évolué, il a développé sa propre intelligence, et il s'est passé des événements très importants avec lui et Nagate, qui vont d'ailleurs lui poser énormément de problèmes et créer une sorte de quête secondaire pour plus tard. Bon alors ce manga, il est bien donc ? Oui. Bon, je vais pas vous tenir plus longtemps en haleine, je pense que vous l'aurez compris, ce manga est au top et je vous le conseille vivement. Il est multifacette, il y a de l'humour, de l'action, de l'amour, de l'intrigue, un dessin au top, je pense qu'il a tout pour plaire. Le seul petit problème qui pourrait rebuter certaines personnes, c'est le scénario, mais c'est ce qui fait le charme de Nier. Cette fois il a quand même essayé d'être plus fluide dans ses explications, mais ça reste toujours un régal d'essayer de comprendre son univers, ses enjeux, l'intrigue et le passé des personnages, d'essayer de comprendre où veut nous mener l'auteur. Cette œuvre s'est terminée avec son 15e tome il n'y a pas longtemps. Il ne nous reste plus qu'à attendre pour savoir si l'auteur veut nous faire découvrir un nouvel univers. Son style va-t-il encore évoluer, continuer vers l'épuration comme dans Sidonia, ou retourner plus vers l'anarchisme comme dans Blame ? En tout cas, j'espère qu'on le saura très bientôt. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette chronique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des avis sur Sidonia no Kishi, et à la prochaine!